Et c'est tout le problème de la compétition actuelle, si vous voulez. La compétition actuelle, ce n'est plus comme avant, uniquement une histoire où je vends moins cher, ou je vends plus cher, je suis le plus fort ou je suis le moins fort. Aujourd'hui, la compétition, moi j'appelle ça la coopétition, c'est-à-dire à la fois la coopération et la compétition en même temps. Aujourd'hui, de plus en plus, on va se trouver dans des situations, je parlais de la Chine, mais je pourrais vous raconter entre la France et l'Espagne, ou la France et le Maroc, c'est pareil. Eh bien, nous nous trouvons dans des situations où l'intérêt, le développement souhaitable dans l'intérêt des pays passe par une coopération qui doit être faite tout en étant concurrent. Je vous donne l'exemple du Maroc avec Renault, la société Renault. Renault a des usines en France. Renault est une société d'État, donc ça dépend de l'État français. Bon. Renault emploie énormément de salariés en France et au moment où nous avons des problèmes d'emploi, il faut absolument que Renault continue à employer des salariés parce qu'on a des gens qui n'ont pas de travail. Il n'empêche que Renault a décidé de construire une usine au Maroc à Tanger pour faire des voitures. Pourquoi? Parce que le coût de la main-d'œuvre à Tanger est beaucoup moins important qu'à Paris, et donc, ou à Paris ou en France. Donc on a tout intérêt à passer un accord avec les Marocains en leur disant on va travailler chez vous, on va construire des voitures chez vous pour l'ensemble de l'Europe et pour le monde qui vont être moins chères parce que le coût de la main-d'œuvre au Maroc est moins cher qu'en France. Mais en faisant ça, il ne faut pas se faire d'illusions, nous sommes en train de donner au Maroc une capacité directe de faire certains types de voitures. Donc nous rentrons bien dans une fois de plus, nous sommes dans une compétition à la fois très dure, mais en même temps dans lequel nous devons être partenaires. Et c'est toute la difficulté du monde actuel, comprendre que la concurrence classique, où on se tire dessus en disant il n'y en a qu'un seul qui gagne, c'est en train de disparaître. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner tout seul. Et donc il va falloir qu'au niveau international, on apprenne les uns et les autres à travailler ensemble. Regardez la coopération entre la Chine et le Brésil, où moi je connais bien l'Afrique, entre l'Afrique et la Chine. Bon, quand vous voyez certaines usines aujourd'hui qui sont faites en Afrique, quand vous voyez certaines activités qui sont faites en Afrique, bien vous comprenez que nous travaillons. Les pays africains ont choisi, dans un certain nombre de domaines, de travailler avec des gens qui leur apportent quelque chose et avec lesquels, en contrepartie, ils pourront aussi vendre quelque chose. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc, on rentre dans un échange. Donc, c'est une concurrence qui est différente de celle qu'on a connue durant les 50 dernières années, où c'était une concurrence où il n'y en avait qu'un seul qui gagnait et l'autre devait perdre. C'est ça que je crois, un des grands changements de la crise actuelle, en sortie de crise, c'est qu'on va rentrer dans un autre processus différent. Alors sur la deuxième question, j'ai été long sur la première, je ne sais plus ce que c'était la deuxième. Oui, la première c'était... C'est ça, oui. Voilà, et la deuxième vous vous en souvenez? Voilà, c'est ça, oui, voilà. Alors, des exemples, je vous l'ai dit aussi sur les premières, je l'ai dit aussi, sur des exemples d'appliqués, si vous voulez, vous avez, par exemple, vous avez les sociétés françaises comme Bouygues, ou Total, pour prendre le pétrole, qui négocient avec des pays pour, avant, il y a 20 ans ou 30 ans, la compagnie pétrolière arrivait et disait, bon, je signe un contrat pour une concession et je vais chercher le pétrole, je le prends, je l'emmène et je donne 3% ou 5% au pays. Aujourd'hui, il n'y a pas une compagnie pétrolière qui ne donne pas entre 30 et 50% de la valeur au pays dans lequel elle vient prendre la matière première. C'est un changement énorme. Et quand je vous dis que c'est un changement énorme, pour l'Afrique en particulier, puisque je parlais de l'Afrique, ça veut dire que les pays africains, l'Afrique de l'an 2000, qui était une zone pauvre, va devenir en 2020-2025 une zone très riche, puisque c'est la zone du monde dans laquelle il y a le plus de matières premières et qu'il va falloir les payer beaucoup plus cher. Donc vous voyez, en stratégie, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'Afrique. D'ailleurs, votre pays le sait très bien, puisqu'il y a eu un grand forum des pays d'Afrique à Pékin, avec le président Hu Jintao. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique devient une des clés du monde du futur. Parce que il y a justement, on ne peut plus tout prendre, il faut investir en partenariat. On revient toujours à la même chose. L'avenir passe par le partenariat. Merci. Encore une question, un commentaire pour débattre. Voilà, il y a un monsieur.
c'est Jean-François Saint-Gaudry qui dirige le master en sciences économiques à l'ICP. D'accord. Monsieur Juillet, merci pour votre intervention qui était très intéressante. Très rapidement, je sais que la réponse serait peut-être trop longue. Vous parliez en conclusion justement de ce nouveau phénomène de paradigme, qui est l'intelligence économique, le fait qu'on puisse connaître pour mieux coopérer dans la zone. Et vous avez parlé de Sun Tzu. Moi, je me souviens que von Clausewitz disait que la guerre, c'était la continuation des politiques de moyens. Est-ce que finalement, selon vous, dans les 30-40 prochaines années, est-ce que finalement la géoéconomie, l'intelligence économique, ne va pas finalement remplacer pour de bon la diplomatie traditionnelle conflictuelle? Alors, d'abord, sur la réponse finale, j'en suis totalement convaincu. Si vous voulez, Sun Tzu, pour les militaires, disait qu'un bon renseignement permettait d'éviter de livrer bataille et on pouvait gagner. Bon. Le Clausewitz, l'allemand Clausewitz, quand il disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, moi j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, l'économique est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Alors en disant ça, ça choque beaucoup de monde, mais en réalité, quand vous regardez la situation, on s'aperçoit que aujourd'hui, c'est par l'économique que l'on étrangle, que l'on tue l'adversaire, beaucoup plus que par le militaire. C'est extrêmement difficile de détruire un pays par le militaire. D'ailleurs, la preuve, c'est que on voit que les Américains, qui sont la plus grande puissance militaire mondiale actuelle, n'ont pas réussi à gérer toute une série de problèmes militaires. Ils ont perdu le Vietnam, il ne faut pas l'oublier quand même. Ils se sont améliorés, ils ont fait l'Irak, ils ont perdu l'Irak, parce que ils ont bel et bien perdu, et ils sont en train de perdre l'Afghanistan. Alors, il ne s'agit pas de dire ils sont bons, ils sont mauvais, c'est pas ça du tout. C'est qu'on s'aperçoit que le fond du problème, c'est un problème économique.